Bonjour à tous, bienvenue pour ce talk où on va parler d'authentification. Alors évidemment, on ne peut pas vous parler de tout ce qui est fait en authentification parce que c'est super large comme domaine. Ce qu'on veut, c'est vous donner un modèle mental de pourquoi ça marche comme ça, les attaques les plus courantes, comment ça a évolué pour s'en protéger et pourquoi maintenant l'authentification s'est fait de la manière dont c'est fait sur le web. Et donc, petite précision, aujourd'hui, on va bien vous parler d'hôtes et pas d'hôtes. Parce qu'il y a deux hôtes. Il y a l'authn, authentification, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, et l'authzi, donc autorisation, et c'est ce dont on ne va pas vous parler aujourd'hui. Par exemple, si je vous dis que on parle aujourd'hui, on a le droit de parler aujourd'hui au DevFest dans l'amphi Philippe Le Hardy à 9h25, ça c'est de l'autorisation. Donc on va pas en parler aujourd'hui. Mais si par exemple je vous dis que je suis Marine Duménil, que je suis tech lead, que je travaille dans la sécurité chez Théodo, là je vous parle de mon authentification. Et c'est pareil si je dis que je suis CISO groupe chez Théodo et expert cybersécu. Ça c'est l'authentification, dont on va en parler maintenant. Alors la chose la plus facile et la plus courante en tout cas dont on va parler, c'est le mot de passe. En général, quand on se connecte, quand on s'authentifie, on va donner un mot de passe. Et ce mot de passe, on ne veut pas qu'il soit retrouvé. Parce qu'il va être stocké dans une base de données. Et cette base de données, elle peut être accessible soit par donc les équipes qui gèrent la base de données, les développeurs ou les admins, mais aussi via des attaques par des attaquants. Par exemple, une injection SQL. Donc là, c'est très simple. La technique, vous la connaissez tous. Il suffit de hasher le mot de passe. Donc la fonction de hachage, c'est une fonction qui est mathématiquement irréversible. Ça veut dire que mathématiquement, on n'est pas capable, à partir d'un hash, de retrouver l'input de ce hash. Et pas de collision. C'est-à-dire que si j'ai choisi un mot de passe à peu près complexe, qui me donne un hash donné, ça va être très très compliqué, il va falloir beaucoup de chance pour deviner un autre mot de passe qui donne exactement le même hash. Bon alors, le problème c'est que les attaquants, les mathématiques, ils disent tant pis, ils vont trouver une autre technique pour faire le reverse. Ils vont précalculer tous les hashes possibles pour toutes les fonctions de hachage un peu classiques, et ils vont stocker ce résultat dans des tables chez eux, ça s'appelle des rainbow tables, et du coup, s'ils arrivent à mettre la main à un moment sur la base de données, ils vont prendre le hash, ils vont voir s'ils l'ont dans leur colonne, et ils vont donc trouver le mot de passe qui correspond. Donc, ça suffit pas. Et donc pour se protéger, ce qu'on fait, c'est on rajoute du sel. Le sel, c'est une chaîne de caractères qui va être concaténée au mot de passe, et comme ça va donner un hash différent, même si y a le même mot de passe qui est utilisé à différents endroits. Donc c'est super bien, mais le problème c'est que le sel il est aussi stocké avec le mot de passe, et donc si un attaquant il récupère la base de données, il va aussi récupérer le sel avec le hash, et il va pouvoir faire du brute force et essayer de trouver comme ça rapidement le bon mot de passe. Alors du coup, ont été créés des algorithmes un peu plus modernes, comme Argon 2, Scrypt, Bcrypt, PBKDF2, que vous utilisez certainement sur vos projets. Et donc ces algorithmes, ils ont deux avantages. Déjà, par rapport au hash qu'on a vu juste avant, ils sont volontairement lents. Alors pas trop lents pour que, quand les utilisateurs se connectent, ils n'aient pas trop à attendre. On parle quelque chose de l'ordre de 200 millisecondes. Mais en tout cas, c'est suffisamment lent pour que si les attaqueurs veulent faire du brute force offline, ils soient bloqués. Et le sel, dont on a parlé juste avant, il est déjà préintégré dans l'output de l'algorithme. Ce qui fait que vous n'avez plus besoin dans vos DB d'avoir une colonne à côté où vous stockez le sel. Et ça, on peut très bien le voir si on regarde à quoi ça ressemble à un output typique d'Argon 2, qui est aujourd'hui le meilleur algorithme pour ça. Alors déjà, on voit que c'est sympa, il y a le nom de l'algorithme dans l'output. On voit la version de l'algorithme, et on voit plein de petits paramètres qui sont gardés en mémoire dans l'output aussi. On voit le sel, qui est stocké, et enfin, et seulement enfin, le hash, qui résulte de tous les paramètres qu'on a vus juste avant. Donc si on fait une petite démo, par exemple, on prend donc le password hasher de Argon 2, on va pouvoir prendre notre mot de passe, mystrongpassword, et le hasher, et on peut voir donc que les différentes lignes, elles sont bien toutes différentes, le sel est différent, et le hash donc derrière est aussi différent. Et ça veut dire qu'on va pas pouvoir comparer directement notre nouveau le moment où l'utilisateur se connecte, on va pas pouvoir comparer le hash qu'on va créer avec le hash qui était stocké directement dans la base de données. Et donc, il faut bien utiliser
les fonctions par défaut de la librairie, donc là le verify, qui nous permet de comparer est-ce que notre hash qui est stocké en base de données, il correspond bien à notre password initial. Et là où c'est vraiment très très fort, c'est que comme on a vu, les paramètres qu'on a utilisés pour générer l'output, ils sont stockés dans l'output lui-même. Ce qui veut dire que, mettons que les technologies évoluent, le hardware sur lequel votre serveur est hébergé évolue, et du coup les algorithmes sont de plus en plus rapides, vous allez vouloir augmenter la force des paramètres, et vous n'allez pas avoir besoin de demander à tous les utilisateurs de changer de mot de passe à ce moment-là. Parce que vous avez gardé en mémoire dans l'output les paramètres qui étaient utilisés au moment où le hash a été calculé. Donc quand l'utilisateur se relogin, en fait, vous allez pouvoir réutiliser, même si vos paramètres par défaut ont changé, vous savez quels paramètres étaient utilisés au moment où le mot de passe a été hashé, donc vous pouvez le vérifier normalement, et vous allez pouvoir vous rendre compte que les paramètres qui sont stockés, c'est plus ceux que vous avez aujourd'hui en standard dans votre application. Et donc comme à ce moment-là, très précis, où l'utilisateur se login, vous avez accès à son mot de passe en clair, vous pouvez le rehasher à nouveau et stocker la nouvelle version. Et donc vous avez une migration comme ça, progressive, de tous les mots de passe des utilisateurs, de manière complètement transparente et fluide. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc là, on est quand même ceinture plus bretelle. Le problème, c'est que les attaquants, ils sont vraiment très déterminés. Et s'ils ne peuvent pas réussir à trouver le mot de passe des utilisateurs sur notre site, ils vont aller le chercher ailleurs. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller voir d'autres sites qui sont un peu moins sécurisés que le nôtre, et ils vont récupérer les mots de passe que les utilisateurs avaient utilisés sur ces sites-là, et ils vont stocker la paire login mot de passe, et ils vont la réutiliser sur plein de sites différents, en espérant que les utilisateurs ont choisi le même mot de passe pour plusieurs applications. Et malheureusement, ils ont souvent raison. Et les mots de passe sont réutilisés, et du coup, là, en l'occurrence, ils peuvent s'attaquer à notre site. Donc malgré tout ce qu'on a fait, on est toujours vulnérable. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser plusieurs facteurs d'authentification. Donc il y en a 3, il y a 3 moyens d'authentification. Et si on les combine, c'est plus compliqué pour un attaquant d'avoir accès aux deux. Donc les 3 moyens d'authentification, c'est ce que je sais, donc ça va être par exemple un mot de passe ou un code PIN. Ce que je suis, ça peut être mon empreinte digitale, ma rétine, mon visage. Et ce que j'ai, et donc là ça va pouvoir être soit une YubiKey, qui est une clé qui va contenir les mots de passe et les informations pour pouvoir se connecter, ou mon portable par exemple, un autre appareil. Et donc ça c'est super utile parce que ça permet d'éviter que l'attaquant se connecte parce qu'il n'aura pas les deux moyens. Le problème c'est que si l'attaquant il n'a pas de deux moyens d'authentification, qu'est-ce qu'il va faire ? Au lieu de s'attaquer à l'authentification, il va essayer de s'attaquer plutôt à la session et essayer de récupérer les comptes des utilisateurs déjà authentifiés. Alors moi, si j'étais un attaquant et que je voulais faire ça, comment je m'y prendrais ? La technique que je préfère, c'est avec du JavaScript malveillant. Et en fait, il y a plein de façons d'injecter du JavaScript malveillant dans une application web. Alors déjà, par exemple, il y a toutes les dépendances et les librairies qu'on va chercher sur NPM, dans lesquelles potentiellement il y a des vulnérabilités ou même des backdoors. Il y a les scripts externes. Quand on met une balise script avec un SRC qui va quelque part, en fait on ne contrôle pas vraiment ce qu'il y a dans le script. On peut le vérifier à un moment donné, mais est-ce qu'on a la garantie que les personnes qui mettent à jour et qui maintiennent ce script ne vont pas l'abandonner ou le modifier plus tard? Il y a aussi les entrées utilisateurs. Donc là c'est quand on a fait... on a introduit nous-mêmes une faille dans notre code et qu'on permet de faire les cross-site scripting, les XSS, donc, où un utilisateur va pouvoir injecter du JavaScript qui sera exécuté sur le navigateur des autres utilisateurs. Et après, tout le contenu externe qu'on injecte aussi, par exemple les pubs, sur lesquels on n'a absolument pas la main. Et alors ce JavaScript malveillant, qu'est-ce qu'il va faire ? Ça va dépendre de la façon dont on stocke la session côté navigateur. Soit on utilise des cookies, soit on utilise le local storage ou le session storage. Et en fonction de ce qu'on utilise, la technique va être un peu différente. Alors si on commence par parler des cookies, alors qu'est-ce que c'est un cookie ? Est-ce que c'est un fichier qui contient des informations sur l'utilisateur stockées sur son ordinateur ? Est-ce que c'est une chaîne de caractères envoyée par le serveur et stockée dans le navigateur ?
Est-ce que c'est un fichier contenant des informations sur l'utilisateur stocké sur le serveur, ou est-ce que c'est un délicieux gâteau sablé avec des pépites de chocolat? Et non, ce n'est pas le 4. C'est une chaîne de caractères envoyée par le serveur et stockée dans le navigateur. Pourquoi est-ce que c'est pas le 4, Paul? Alors du coup, désolé pour ceux qui ont répondu 4, hein, mais si vous faites un peu de pâtisserie, vous savez que les cookies, en fait, c'est des gâteaux mi-cuits. C'est pas vraiment des sablés. Voilà. C'était un piège. Donc, traditionnellement, on utilise plutôt les cookies pour stocker la session. Et donc, en JavaScript, on peut récupérer les cookies. Mais il suffit de faire document.cookie et hop, il s'affiche. Si on veut éviter ça, pour les cookies qui n'ont pas besoin d'être lus par le JS, on peut utiliser le paramètre HTTP only, qui fait que les cookies sont juste envoyés automatiquement par le browser via le protocole HTTP ou HTTPS, mais ne sont pas lisibles en JavaScript. Donc, a priori, on est un peu protégé. En revanche, le local storage ou le session storage, c'est pareil. Là, le JS, il a la main libre. Et en fait, c'est normal, c'est parce que c'est des API browser qui sont prévus pour être consommés par JavaScript. Donc en fait, en l'occurrence, là, il n'y a pas de bon moyen de se protéger. Alors c'est vrai, il n'y a pas de moyen de se protéger quand on met dans le local storage, mais il y a quelque chose qui est assez malin qui a été mis en place. C'est que le token pour la session, il va avoir une durée de vie très courte, en général une dizaine de minutes. Et donc s'il est volé par l'attaquant, l'attaquant n'aura pas beaucoup de temps pour pouvoir l'utiliser. Et on va mettre un refresh token, donc pour éviter que notre utilisateur ait besoin de se reconnecter toutes les 10 minutes, on va lui mettre un refresh token qui va permettre de rafraîchir ce token de session et qui lui va être stocké dans les cookies, donc il ne va pas pouvoir être récupéré par l'attaquant via du JS. Alors bon, c'est bien, on sait maintenant que on a protégé, nos cookies théoriquement ils peuvent pas être volés parce qu'ils sont dans la partie cookie et pas dans la partie local storage. Mais en fait, à partir du moment où on a une XSS, donc à partir du moment où on peut exécuter du JS, on peut à peu près tout faire. Et en fait, on peut aussi envoyer des requêtes JavaScript et le cookie sera envoyé automatiquement dans ces requêtes, donc ce sera une requête authentifiée. En fait, à partir du moment où on a une XSS, on peut rien faire sur notre site. Donc, il faut vraiment s'en protéger des XSS, contrôler les entrées utilisateurs, etc., vérifier qu'il n'y a pas de script. Mais c'est vraiment fini à ce moment-là pour notre session. Et puis, même si on se protège des XSS, en fait, il y a plein d'autres moyens pour les attaquants de récupérer les informations des utilisateurs. Le 30 octobre, il y a eu justement un article qui disait que il y avait eu des vols de cookies en bypassant du multifactor authentification. En fait, on est foutu. Les attaquants, ils trouveront toujours un moyen. C'est vrai que là, on va pas pouvoir contrôler les ordinateurs de nos utilisateurs pour empêcher qu'ils aient un malware. Donc en fait, il faut partir du principe que ce genre d'attaque, potentiellement, elle va finir par arriver. Et donc là, la question, c'est plus trop de savoir comment est-ce qu'on va faire pour empêcher qu'elle arrive, parce que c'est un peu hors de notre contrôle. Ça va être plutôt de comment est-ce qu'on fait pour réagir si jamais un utilisateur se fait voler sa session. Et là encore, la réaction, elle dépend un peu de ce qui est utilisé pour persister à cette session, cette authentification. Donc il y a deux façons, pareil, traditionnelles. Il y a des identifiants de session. Donc ça, c'est des chaînes de caractères complètement opaques, qui n'ont aucune valeur en front et qui sont juste correspondent à quelque chose côté backend. C'est du stateful. Et des tokens type JWT, qui eux sont stateless. La différence entre stateful et stateless, c'est à quel point mon serveur connaît l'état d'authentification des gens. L'exemple qu'on peut voir dans la vie réelle, c'est est-ce que quand vous allez à une soirée, vous y allez avec un carton d'invitation? Là, c'est stateless. La personne qui est là et qui contrôle les gens, il ne sait pas qui va venir à la soirée. Ou il y a, est-ce qu'il y a un serveur qui va cocher les noms et qui a la liste des noms? Et là, ça va être du stateful, il connaît qui va venir à la soirée. Donc en session stateful, comment ça marche techniquement? C'est si j'ai mon utilisateur qui demande ses cartes cadeaux, par exemple, il va envoyer un cookie, une chaîne de caractères. On va aller vérifier dans la base de données est-ce que ce cookie existe et est-ce qu'il est valide. La base de données va nous répondre avec l'identité de l'utilisateur. Et à ce moment-là, on va pouvoir aller récupérer ces informations
et lui renvoyer. Et à contrario, quand on utilise une session stateless avec typiquement un JWT, là on va pas faire de call à la DB. Le serveur, il a toutes les informations contenues dans le JWT pour faire la vérification lui-même sur est-ce que l'utilisateur correspond à quelque chose qu'on a en base, et puis surtout est-ce que le token est valide. Donc ça va être est-ce que la signature est valide, est-ce que le token n'a pas expiré, est-ce qu'il a été issued par la bonne autorité, et surtout pour la bonne audience, à savoir notre application. Et il va pouvoir récupérer les infos de l'utilisateur directement. Donc on a économisé un call, donc on a gagné quelques millisecondes. Si jamais on a un très très fort trafic, ça peut être utile. Sinon, à vous de voir. Et donc on parle des JWT, mais alors qu'est-ce que c'est finalement un JWT? Est-ce que c'est un objet JSON chiffré, contenant des informations sur l'utilisateur? Est-ce que ce serait un extraterrestre qui serait mi-Java, mi-Wookie, mi-Tusken? Est-ce qu'on parle d'un standard qui permet l'échange sécurisé de jetons, les fameux tokens, entre plusieurs parties? Ou est-ce que c'est un objet encodé en base 64 avec en tête charge utile et signature? Et donc c'est 3 et 4, parce qu'on peut pas être à la fois, on peut être 50% Java, 50% Wookie et 50% Tusken, ça fait 150%, ça marche pas. Et surtout, c'est pas un objet JSON chiffré, parce qu'il n'est pas chiffré, il est juste encodé. Donc ça veut dire que c'est tout à fait réversible, même si à première vue le JWT on peut pas le comprendre. En fait, ça prend 2 secondes de voir ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a dedans, parlons-en. Donc à quoi ça ressemble un JWT? Ça ressemble à ça. Comme ça, on ne comprend pas forcément, mais c'est 3 parties, avec les 2 premières qui sont encodées en base 64. On peut le voir notamment grâce au EY qui est au début des deux premières parties. Ce EY, c'est l'accolade ouvrante en base 64. Donc souvent, quand vous allez croiser cette chaîne de caractères EY, ça veut dire que c'est un JSON en base 64. Donc la première partie, c'est l'entête, c'est les paramètres de notre JWT. Donc là, on va voir l'algorithme, par exemple, qui va être utilisé pour la signature, et puis le type. Ensuite, on a notre payload. Notre payload, il va contenir ce qu'on appelle des claims, donc différentes propriétés. Ça peut être donc sur l'utilisateur, son nom. Ça va être aussi à quel, donc issued at, IAT, c'est issued at, donc à quel moment ça a été émis. Et ça va nous permettre aussi de valider est-ce qu'il est encore valide ce token ou pas, parce qu'il a une durée de validité. Et attention, donc on l'a dit plusieurs fois, c'est encodé, donc c'est visible par un utilisateur, hein, il peut le décoder, et donc il ne faut pas mettre de données confidentielles dans cette partie-là. Enfin, dans aucune des parties du JWT. Et ensuite, on a la signature. Donc la signature, ça va être ce qui va nous permettre de vérifier que le JWT il n'a pas été modifié. Parce que sinon, un utilisateur, il pourrait par exemple modifier le issue date, mettre une date future, et comme ça, mon token, il serait encore valide. Et donc, ce qu'on fait, c'est on va prendre la base 64 de l'entête, la concaténer avec un point, avec la base 64 du payload, et avec donc une clé secrète qui doit surtout pas fuiter, on va pouvoir signer ce JWT, et donc ça nous permettra de vérifier est-ce qu'il est bien valide, est-ce qu'il a bien été signé, et est-ce que c'était le bon payload et la bonne entête. Et donc maintenant qu'on a posé ça, on peut réfléchir. Donc le cookie avec l'ID de session ou le JWT se sont fait voler, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors dans le cas stateful où c'est un ID de session, c'est très simple en fait du coup. On va voir en DB, on dit que le cookie, l'ID de session est plus valide, et donc à la prochaine interaction avec le serveur, l'attaquant, et l'utilisateur aussi, seront déconnectés parce que leur cookie n'est plus valide. Ils devront se reloguer. C'est un tout petit peu plus compliqué dans le cas du JWT, parce que on n'a pas d'interaction. Toute information sur la validité du token, elle est inclue dans le token. Donc on pourrait aller sur l'ordinateur de l'attaquant pour changer le token pour dire qu'il est plus valide, mais c'est pas très facile de faire ça. Donc comment on peut faire? On va pouvoir faire une technique un peu plus bourrin, qui consiste à invalider tous les tokens. On va changer la clé privée côté serveur, ce qui fait que quand l'attaquant va se reconnecter, son JWT sera plus valide, puisqu'il n'aura plus été signé par la clé qu'on a à ce moment-là sur le serveur. Le problème, c'est que tous les utilisateurs qu'on a
bah, ce sera pareil pour eux, ils seront déconnectés parce que leurs tokens seront plus valides non plus. Donc ça fonctionne, on peut faire, mais il y a des impacts qui sont quand même un peu plus grands. Si on a une grosse attaque sur notre site, ça peut quand même être une bonne idée. Il y a aussi d'autres moyens pour les attaquants de récupérer les informations de l'utilisateur, notamment via des attaques man in the middle. Donc c'est quand on utilise du HTTP et qu'on peut voir ce qui se passe dans les requêtes. Et donc pour les cookies, ce qu'on peut mettre, c'est le paramètre secure qui va faire que les cookies vont être envoyés que en HTTPS. En vrai, la bonne pratique, c'est quand même de mettre du HTTPS partout, et comme ça, on est aussi protégé de toutes les informations qui pourraient fuiter de notre utilisateur. On a aussi un autre moyen, donc les cookies, quand on les utilise, ce qui se passe, c'est quand mon utilisateur va se connecter à sa banque, il va récupérer un cookie qui va être stocké dans son navigateur. Il peut ensuite faire des actions, par exemple faire un virement, et donc à ce moment-là, le cookie sera envoyé automatiquement au serveur pour authentifier notre utilisateur. Le problème, c'est que si mon utilisateur il se retrouve sur un site qui a été hacké, le site, évidemment, n'aura pas accès aux cookies, mais ce site malveillant pourrait faire une requête au serveur de la banque, et à ce moment-là, comme c'est sur le domaine du cookie, le cookie est envoyé au serveur de la banque. Et donc ça, c'est une attaque qui s'appelle CSRF, et donc qui permet à un attaquant d'utiliser le cookie. Donc il y a plein de façons de se protéger contre les attaques CSRF. On va parler d'une aujourd'hui spécifiquement parce ça nous permet de compléter un peu la trilogie des attributs de sécurité dans les cookies. Mais cette solution, elle n'est pas parfaite. Et on va voir pourquoi. Donc ça, c'est l'attribut SameSite. Et l'attribut SameSite, du coup, il prend, pour simplifier, on va dire 3 valeurs. Soit known, soit lax, soit strict. Donc known, c'est la valeur la plus permissive. Ça veut dire, si je suis sur un site A et que je fais une requête sur un site B, le cookie du site B, il va être envoyé automatiquement. Dans tous les cas. C'est les cookies tiers. Ils sont envoyés tout le temps. Avec lax, il va être envoyé seulement dans certains cas. Il va être envoyé si je suis sur un site A et que je clique sur un lien pour aller sur le site B, donc en navigation directe, je change de page, à ce moment-là, le cookie est envoyé. Et donc, si j'étais déjà logué sur le site B, je serais à nouveau logué sur le site B. Ça, c'est presque la valeur par défaut. Le seule chose que l'Axe empêche, c'est quand on est sur le site A et qu'on fait des requêtes pour avoir des sub-ressources sur le site B, là, le cookie n'est pas envoyé. Donc les sub-ressources, c'est par exemple si on fait une requête pour récupérer des images ou un script ou des requêtes Ajax. À ce moment-là, le cookie n'est pas envoyé avec l'Axe. Et enfin, strict, là c'est la valeur block2. Même si on fait de la navigation directe, on est sur le site A et on navigue sur le site B, le cookie n'est pas envoyé, et donc on n'est pas logué par défaut. Mais alors, la subtilité du SameSite, c'est, dans son nom, SameSite, on a parlé du site A et du site B, qu'est-ce que ça veut dire que les deux sites sont pareils? Alors la définition est un peu compliquée, on va avoir des exemples pour illustrer ça. On dit que deux pages ont le même site si elles ont le même domaine enregistré. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, donc, le domaine enregistré, ça va être est-ce que moi, un citoyen lambda complètement public, je peux acquérir ce domaine? Donc par exemple, si je vais sur www.to2.fr et api.to2.fr, le domaine ici que je peux acheter auprès d'un registrar, ou que je peux acquérir, c'est to2.fr. Donc www.to2.fr et api.to2.fr partagent le même domaine enregistré, et donc un cookie de www et API seront envoyés automatiquement dans tous les cas. Donc ça marche bien. Si je suis sur www.google.com et que je fais sur une requête sur google.com, là c'est pareil, le domaine enregistré c'est google.com, et donc le cookie il est envoyé dans tous les cas. Que je fasse strict, known ou lax. Encore un exemple, si je suis sur owasp.github.io et top10.owasp.github.io, ce que je peux enregistrer, ce que je peux récupérer en étant quelqu'un du public, c'est owasp.github.io, parce que github.io permet à tout le monde de récupérer un sous-domaine de github.io. Donc si je suis sur owasp.github.io et que je fais une requête sur top10
.oasp.github.io, les cookies sont aussi envoyés automatiquement, quelle que soit la valeur de SameSite. Si je prends theodo.executeAPI.lerest et que je fais une requête sur oasp.executeAPI.lerest, les deux domaines sont extrêmement similaires, mais ce que je peux récupérer publiquement là-dedans, c'est theodo.lerest ou oasp.lerest. Et donc, les domaines enregistrés, c'est tout. C'est theodo jusqu'à la fin et oasp jusqu'au .com. Donc si je suis sur le premier et que je fais une requête sur le second, là, les cookies ne sont pas automatiquement envoyés. Il faut que je sois habile dans ma gestion de SameSite si je veux gérer ça. Ce qui veut dire que, même si ce mécanisme il nous protège dans pas mal de cas, si on est sur des applications avec beaucoup de sous-domaines et qu'à un moment, pour une raison ou pour une autre, ce qui arrive assez régulièrement, un des sous-domaines n'est plus utilisé et avec une attaque qu'on appelle le subdomain takeover, un attaquant réussit à mettre la main sur ce sous-domaine, il sera quand même capable de faire une CSRF malgré les mécanismes qu'on aura mis en place. Donc c'est chouette, ça aide dans beaucoup de cas, mais c'est pas suffisant. Donc il faut utiliser les autres techniques traditionnelles pour les CSRF. On ne pourrait pas vous parler d'authentification aujourd'hui sans vous parler aussi du fait de déléguer cette authentification. Maintenant, il y a plein de sites où en fait on s'identifie avec une autre source, donc avec France Connect par exemple, mais aussi avec Facebook, avec Google. Et donc tout ça, c'est fait de différentes manières. Ça peut être fait avec du SAML. La manière la plus en vogue maintenant, enfin en tout cas la plus utilisée et un peu la plus à la pointe, c'est OpenID Connect. Et OpenID Connect, c'est une surcouche d'OAuth 2. Alors OAuth 2, c'est pas de l'authentification, c'est de l'autorisation. Donc vous a un peu menti au début quand on vous a dit qu'on ne vous parlerait pas d'OAuth-Z. En fait, on va un peu en parler. Parce qu'on est obligé pour parler d'OpenID Connect de parler de OAuth 2. Alors on va prendre un exemple concret. Donc déjà, il y a 4 acteurs pour OAuth 2. Il y a l'utilisateur qui veut utiliser notre application. Il y a notre application. Donc, l'identity provider ou IDP, c'est la personne qui va garantir l'identité de l'utilisateur. Et les API, c'est les API que notre application veut consommer avec le compte de l'utilisateur. Donc, j'avais promis un exemple concret. On a Michel qui travaille dans l'équipe marketing, qui veut utiliser une application qui s'appelle TweetLater. Et donc, pour faire des tweets plus tard, pour programmer des tweets à une date donnée. Et donc, cette application, elle va avoir besoin de consommer les API de X. Et donc, elle va devoir se connecter, l'utilisateur va devoir s'authentifier à un moment auprès de X. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire ça de manière la plus simple possible ? C'est très simple. L'utilisateur donne son mot de passe X à TweetLater. Et plus tard, TweetLater se login avec le mot de passe, récupère un jeton de session, et il envoie le tweet à la date prévue. Ça, c'est une super mauvaise idée. Déjà parce que on ne veut pas donner son mot de passe à une autre application. Et en plus, TweetLater, il serait obligé de garder ce mot de passe en clair parce qu'il ne pourrait pas le hacher. Il a besoin de récupérer le mot de passe ensuite pour l'utiliser sur X. Il pourrait à la rigueur le chiffrer, mais ce serait quand même une opération réversible pour pouvoir réutiliser le mot de passe au moment où il a besoin d'aller consommer les API de X. Donc ce qu'on pourrait faire plutôt, moi je trouve une bonne idée, c'est en fait, il faut que Michel, il aille demander à X un code et que ensuite TweetLater puisse utiliser ce code. Donc il s'authentifie sur X, il récupère un personal access token, il donne ce personal access token à TweetLater et comme ça ensuite TweetLater utilise ce code pour consommer les API de X. Alors oui, ça marche techniquement, mais le pauvre Michel, il va pas comprendre pourquoi il doit rentrer une chaîne de caractères a priori longue et étrange sur le site. En plus, il n'est pas très tech. Donc, en termes d'UX, c'est pas terrible. Ce qu'on pourrait faire, c'est prendre cette technique-là où on rentre le PAT à la main, mais on va l'automatiser. Et on va l'automatiser grâce à une technique du web qui existe depuis le début, les redirections. Donc, ce qui se passe, c'est que Michel, à un moment, dit je veux programmer un tweet sur TweetLater. TweetLater redirige Michel sur X, où Michel s'authentifie, dit oui, je veux vraiment que TweetLater puisse envoyer des tweets avec mon compte. Très bien.
Donc là, il y a une 302 à nouveau avec l'access token en query param. Et comme TweetLetter peut lire les query param, il peut stocker l'access token et l'utiliser plus tard pour envoyer le tweet à la date prévue. Alors à quoi elle ressemble? Donc si on prend la première redirection, celle qui redirige l'utilisateur vers X, c'est là où il y a toute la magie un peu de O2. Donc déjà, il y a l'endpoint pour le rediriger sur X. Il y a tout dans les query param. Donc déjà, le response type token, c'est là où on précise à X qu'on va vouloir récupérer justement un access token. Client ID, c'est une chaîne de caractères qui a été définie, qui a été générée par X au moment où on a enregistré TweetLetter auprès de X. Donc on la stocke et puis on la réutilise à chaque fois. La redirect URI, c'est là pour préciser à X, voilà, quand l'utilisateur se sera authentifié et que tu auras généré un access token, il faut que tu le renvoies sur cet endpoint-ci. Le state, c'est un moyen de conserver la session côté notre application, mais on n'en parlera pas trop aujourd'hui. Et enfin, les scopes, qui sont très importants, c'est la liste des API de Twitter auxquelles on veut que X nous donne accès. Donc, en l'occurrence, ce serait poster un tweet. Et donc ce flux, il a un nom, il s'appelle l'implicit flow. Mais moi, je vois une faille quand même dans ce flow. Ah c'est si un attaquant, dans la redirect URI, il met son URL et l'URL de son site malveillant, et bien ensuite, à la fin, il va pouvoir récupérer le code. Comment ça marche? Il va faire un mail de phishing, il va dire il faudrait que tu te reconnectes sur TweetLetter pour que tout marche. Et ensuite, notre Michel, il va se reconnecter sur X, et à la fin, quand il aura récupéré l'access token, il aura une 302 vers le site de l'attaquant. Et l'attaquant, il pourra réutiliser cet access token et poster des tweets à la place de Michel. Alors là, du coup, c'est assez simple en fait à se protéger contre ça. Il suffit, au moment où on enregistre TweetLetter sur l'IDP, TweetLetter dit voilà la liste des URL de redirection que je pourrais utiliser, ce sera une de celles-là. Et si jamais l'attaquant en utilise une autre et que elle n'est pas dans la liste, le flux s'arrête et on est safe. Bon, le problème c'est que les attaquants ils sont vraiment très très malins et ils vont quand même trouver des moyens de récupérer ce token. Soit avec une application mobile vérolée qui récupérerait les calls sur le domaine de notre application, soit avec une extension web par exemple qui aurait les droits de siphonner l'historique. Donc pas cool. Alors du coup, ce qu'on se dit, c'est au lieu de passer l'access token qui est sensible, c'est on va passer un code depuis X, et ensuite ce code, il faudra que TweetLetter l'échange auprès de l'IDP pour récupérer son access token. Et après, avec cet access token, il pourra consommer l'API. Ça, c'est le flux authorization code. Et donc, maintenant, dans notre response type, on met code au lieu de token, et on va récupérer un code auprès de notre IDP. Donc ça marche bien, mais en fait, ça change rien. Parce que si mon attaquant il fait la même chose qu'avant, il refait son mail de phishing, etc., il récupère le code, puis en fait, il échange aussi ce code auprès de l'IDP contre un access token, et puis pareil, il a toujours accès à X avec le compte de Michel. C'est vrai. Mais ça change quand même 2-3 trucs. Et en fait, ça dépend, ce que ça change, ça va dépendre de où l'échange du code contre le token se fait. Alors, il peut se faire server-side. Donc là, le client, c'est un serveur. On appelle ça dans la spec O2 un client confidentiel. Et donc là, c'est assez facile. On se met d'accord entre l'IDP et l'application sur un secret. Et on va utiliser ce secret pour les échanges. Comme quand on envoie le code pour récupérer l'access token, en plus on renvoie le secret. Là, quand on est des calls serveur à serveur sur un back channel, le secret il transite sur un canal chiffré sur lequel personne n'a accès, et donc il est irrécupérable. Et donc on a vraiment la garantie que l'échange se fait avec le serveur, donc c'est protégé. Mais la spec O2, elle autorise aussi ces échanges à se faire côté navigateur. C'est ce qu'on appelle les clients publics. Et là, en l'occurrence, alors on peut très bien définir un secret et faire la même chose. Le problème, c'est que le secret, il va pas rester secret très longtemps.
Parce que dans le browser, on peut aller voir le code source, ou encore plus simple, on ouvre les DevTools, on regarde l'onglet Network, et on regarde les calls qui transitent, et paf, le secret est public. Et donc il faut qu'on parle de PXI. Tu veux me parler de fait? Alors on va pas parler de ces PXI-là, on va parler de ce PXI-là, Proof Key Code Exchange. Et donc comment ça marche? En fait, on va rajouter un challenge crypto dans le flux. Donc, au tout début du flux, notre application, elle va générer une chaîne de caractères. Une string, on va l'appeler le code verifier, et elle va hasher cette string. C'est le challenge. Dans la 302 vers l'IDP, on va rajouter le challenge, donc le hash. L'IDP va pouvoir stocker en DB par exemple, à côté du code qui vient de générer le hash. Et plus tard, quand le browser va demander à récupérer le token en échange du code, il va envoyer le verifier, donc la string qui a été utilisée, qui a été hachée. Et donc ce que peut faire l'IDP à ce moment-là, c'est il rehash la string de départ, il vérifie que ça correspond bien au hash qu'il avait stocké au début, et si c'est bon, on a la preuve au moins que l'application sur laquelle le début du flux a été fait, c'est la même que celle sur laquelle l'échange se fait. Et donc il n'y a pas eu de man in the middle, de handling. Donc on est safe. Donc cet access token qu'on récupère quand on fait ce flux au au 2, c'est donc un token qui est bearer, ça veut dire que le fait de le posséder, ça suffit ensuite par exemple à aller consommer les API de X. Ça va nous donner des accès, donc c'est celle qu'on a mis dans le scope initialement, et on va pouvoir avoir accès à ces API. Il peut être opaque, ça peut être une chaîne de caractères vraiment aléatoire, et donc il peut ne contenir aucune information sur l'utilisateur, sur Michel, qui s'est connecté et qui a donné ses accès à Tweetlater. Et donc du coup là on revient sur notre sujet de base, parce qu'à la base on voulait faire de l'authentification, donc là c'est... Pour notre cas d'usage, ça sert à rien en fait. Alors tout à fait, là c'est que de l'autorisation. Mais donc on va changer ça pour faire de l'authentification. Comment ça marche? Pour faire de l'authentification, on a en fait des scopes qui vont être réservés à OpenID Connect. Les scopes, c'est OpenID, email ou profile, et les informations qu'on va récupérer, ça dépend de ces scopes. Donc comment ça va marcher? En fait, quand on va rediriger vers notre IDP, on va rajouter ce scope OpenID. Et donc là, on va dire qu'on est dans du OpenID Connect, qu'on veut authentifier notre utilisateur. Et à la fin, on va récupérer un access token et un ID token. Cet ID token, il est un peu différent. Donc il est toujours bearer, le fait de le posséder, ça suffit, mais il va pas donner d'accès. C'est vraiment, il va identifier notre utilisateur, il va pas donner d'autorisation sur des API précises. C'est forcément un JWT. Pourquoi? Parce qu'il doit contenir des informations sur notre utilisateur. Donc il faut qu'il contienne des différentes informations. Mais du coup, quelles informations est-ce qu'il contient ce JWT? Tu parlais des scopes réservés, et donc le contenu du JWT, il dépend justement de ces scopes. Si on prend un exemple concret, donc on est obligé pour avoir un ID token d'avoir mis le scope OpenID, donc c'est le truc un peu minimal. Et donc là, il va y avoir tous les champs un peu de base d'un JWT, dont un qui est extrêmement utile, c'est le claim sub pour subject, c'est le sujet du token. Ça, c'est un identifiant unique qui permet d'identifier l'utilisateur pour cet IDP. Et il est immutable. On a la garantie par l'IDP que pour cet utilisateur-là, cet identifiant ne changera jamais. Si on rajoute le scope email, on a deux claims en plus. Le claim email qui contient l'email de l'utilisateur, et un claim email verified qui permet de préciser est-ce que l'email a été vérifié par l'IDP ou pas. Est-ce que l'utilisateur a reçu un mail sur cette adresse et a cliqué sur c'est bien mon adresse. C'est bien mon adresse. Et enfin, le claim profile qui permet de mettre plein de trucs. Et en fait, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans parce que c'est un peu à la discrétion de l'IDP. Ça peut être le surnom, le nom de l'utilisateur, une photo de profil, ses couleurs préférées. C'est un peu l'IDP qui décide. Il n'y a pas d'obligation dans la spec OIDC sur ça. Et donc, pour la suite, OpenID Connect, ça nous permet donc d'identifier l'utilisateur au même titre qu'un login et un mot de passe. Donc la suite, elle va quand même être gérée comme avant via sa session
qui peut être en JWT ou en cookie, comme on l'a vu auparavant. Donc il faut aussi gérer tout derrière. Et donc, qu'est-ce qu'on utilise pour identifier notre utilisateur ? Eh bien, on utilise, comme l'a dit Paul, le subject, parce que c'est vraiment l'identifiant unique. Pourquoi on n'utilise pas l'email ? Parce qu'en fait, l'email, il peut changer. Il peut changer indépendamment de notre volonté. C'est l'identity provider qui, lui, peut permettre ou non à un utilisateur d'aller modifier son email. Et donc, si jamais l'email change et que nous, on s'est basé sur l'email, on ne pourra plus identifier notre utilisateur et reconnaître son compte. Donc, c'est hyper important de bien utiliser le claim subject. On a fait à peu près le tour de ce dont on voulait parler. Alors bien sûr, merci beaucoup par avance pour vos feedbacks. Le QR code vers l'open feedback sur lequel vous pouvez nous laisser vos commentaires. On en profite pour vous dire qu'on a une newsletter qui est publique et gratuite. Donc, c'est une newsletter dans laquelle toutes les 3 semaines, on raconte une histoire de sécurité. Donc une histoire vraie, une vraie faille, une vraie vulnérabilité qui s'est produite. Et on explique comment techniquement elle a été possible et ce que les développeurs auraient pu faire pour se protéger et pour éviter que ça arrive. Et on a pu notamment raconter une histoire sur Booking qui avait mal configuré ses URL de redirection dans son OIDC. Et donc, comment ça aurait pu, alors heureusement ils avaient d'autres protections, mais comment ça aurait pu entraîner le vol des sessions des utilisateurs. Cette newsletter, elle plaît pas mal. Et du coup, on a décidé d'en compiler les meilleurs dans un livre qui sortira très bientôt. On espère d'ici quelques semaines, quelques jours. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre si ça vous intéresse. Voilà. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre un peu sa sortie. Pour l'instant, on a reçu notre premier brouillon. Et donc, voilà. Merci à tous et on a un peu de temps pour les questions. Il y a une question en haut à gauche. On va faire courir les membres du staff pour les questions. Bonjour. Je me posais une question là sur les échanges avec OAuth. Une URL, normalement, elle a une taille, d'après la RFC. Au vu de ce qu'on peut mettre dedans, on pourrait dépasser la taille. C'est géré comment ? Alors, a priori, avec les query param qu'on a vus là, à moins que tu aies énormément de scope, je pense qu'on est quand même assez loin. Ouais, mais en tout cas, dans les cas réels, j'ai jamais eu de cas où... si en plus, tu as un nom de domaine un peu long pour ton authentification, etc., tous ces trucs-là. C'est une question légitime, mais dans la réalité, j'ai jamais eu le cas où ça marchait pas. Donc je ne saurais pas te dire. Il y a une question au milieu. Bonjour, déjà merci pour votre présentation. J'avais une question un peu plus spécifique sur le JWT. En ce moment même, je suis en train de construire une hôte dans ma boîte basée là-dessus. Quel est l'état de l'art sur la longueur en bits du secret qui est utilisé pour signer les JWT ? Alors, je connais pas par cœur, mais en fait, à partir du moment où c'est une clé secrète, qui en plus transite dans un pour la signature. La signature, tu peux mettre un truc. Oui, enfin, du coup, là, je suis sur un bac en Flask. Ouais. Et du coup, sur la config de l'appli, le app config, j'ai mis une clé donc générée à l'aide d'un algo cryptographiquement sûr. Et par exemple, moi, dans mon cas, j'ai décidé de partir sur une clé qui est une chaîne de 512 bits encodée en base 64. Est-ce que ce type de secret, ça vous semble suffisant pour un bac JWT qui génère des JWT? J'ai pas les trucs en tête, ça a l'air ok, mais on peut
J'ai pas les trucs, les chiffres exacts en tête de l'état de l'art. Mais à vue de nez, ça a l'air pas mal. Mais comme de toute façon, t'as pas de limite, autant faire large. Ouais. On pourra checker et en reparler après, si tu veux. Merci. Il y a une question là-haut, je crois. Juste une petite complémentarité pour les tailles de clés, choses comme ça. Vous avez un document en fait qui est relativement bien écrit par Nancy et qui stipule les bonnes pratiques en termes de chiffrement algo en fait à prendre. Et j'en profite, je fais une conf à 11h sur ces éléments-là. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir. Excellente transition. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on peut s'arrêter là. Merci à tous d'être venus. Merci beaucoup.